en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai exercé la tutelle sur l'école de médecine inter-état de médecine vétérinaire. J'ai pu véritablement apprécier d'abord l'homme, de par sa simplicité, son abord extrêmement facile, son humilité aussi. Puis, maintenant, j'ai pu apprécier son professionnalisme. J'ai pu constater sur le terrain, parce que je l'ai vu travailler, j'ai pu apprécier à quel point était utile, non pas pour les simples individus, mais j'ai pu apprécier de par mes fonctions à quel point il était important pour le pays. Je l'ai vu à l'œuvre et particulièrement j'ai pu apprécier la façon dont il a voulu améliorer dans notre pays le cheptel, en particulier comment il a pu essayer de faire en sorte que nous ayons en matière de production laitière une amélioration notable. Et j'ai pu me rendre compte à quel point il s'est dévoué corps et âme pour sa profession. Et cela force le respect, c'est ça qui a fait que j'ai pu, à plusieurs reprises, témoigner de la valeur de ce professionnel de l'élevage. Et à mon avis, il a fait faire des progrès considérables à la médecine vétérinaire et en particulier dans l'amélioration de la race, surtout en ce qui concerne l'amélioration de la race bovine. Voilà ce que je peux dire du professeur, en qui véritablement je vois un modèle, non seulement pour les étudiants qu'il a formés, mais pour ses homologues et également un modèle de dévouement pour son pays. L'insémination artificielle, le professeur y a marqué d'une pierre blanche une contribution à rendre ces progrès scientifiques disponibles pour les éleveurs du Sénégal. Il a eu à les mettre en pratique. Et dans le domaine de l'élevage, je ne vois pas beaucoup de personnes au Sénégal qui ont contribué autant que le professeur dans la promotion de l'élevage. Et je pense que les éleveurs lui sont parfaitement reconnaissants. Je pense que la nation sénégalaise peut être fière du professeur Diop. Très tôt, on a compris que c'était un génie. C'est quelqu'un vraiment qui était attaché aux études. Et très tôt, il était responsable. Ça se lisait dans son comportement. C'est comme s'il était destiné déjà à être un grand homme. Et moi, je l'ai toujours apprécié parce qu'on ne s'est jamais quitté. Et aujourd'hui, il constitue notre fierté à tous. Je l'ai connu, c'est à l'école vétérinaire. C'est mon professeur. Donc il m'a enseigné la reproduction et la chirurgie à l'école en 3e et 4e année. Mais au-delà de ça aussi, c'est mon maître. C'est avec lui que j'ai soutenu ma thèse. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Donc il a, je dirais, inspiré et encadré mes travaux de thèse. Sur la reproduction, j'ai travaillé sur l'insémination artificielle avec comme objectif l'intensification de la production laitière dans des unités d'élevage dans des régions de Dakar, Thiès et Louga. Donc après ça, on a eu beaucoup de compagnonnage, ce qui veut dire qu'il y a eu une confiance qui s'est installée entre nous. On a fait beaucoup de terrain ensemble, on a fait des interventions à l'étranger.
Je suis le professeur Papa El Hassan Diop, professeur d'université de classe exceptionnelle, vétérinaire colonel des forces armées à la retraite, et actuellement je suis le président du groupe Shida International. Qui est Papa Hassan Diop? Peut-on avoir une idée de son background personnel, de son cursus et de ses humanités? Mon cycle primaire, une partie je l'ai débuté à Ziguinchor. Je me suis retrouvé un peu à Saint-Louis, à Rufisque, j'ai eu à passer mon entrée en 6e. J'ai été réaffecté à Saint-Louis. Nous avons été la première promotion du lycée Charles de Gaulle. Et en 3e aussi, j'ai eu l'honneur de passer le concours d'entrée en seconde au Britannique militaire de Saint-Louis. Et ensuite, en terminale aussi, nous avons été la première promotion à intégrer l'école de santé militaire par voie de concours. Et là, j'ai choisi la filière vétérinaire. Et après mon cursus à l'université de Dakar, comme tout bon militaire, nous avons une année d'application. Et cette année d'application qui m'a permis de faire un peu le tour de toutes les unités militaire française, mais qui m'a surtout conduit à l'école vétérinaire de Toulouse, parce que ma destination après l'application, c'était la gendarmerie. Donc il fallait que ce soit bien paré en termes de clinique, mais surtout en matière de chirurgie. Et à Toulouse, j'ai eu la chance aussi d'être assistant à titre étranger. Et à mon retour au Sénégal, j'ai été affecté à la gendarmerie. Mais comme l'école vétérinaire avait besoin d'un enseignant, mais surtout en chirurgie, et c'est comme ça que j'ai eu à intégrer ma fonction universitaire et passer mes différents concours de maître assistant, surtout l'agrégation du CAMES en 88. Et j'ai été professeur titulaire en 94. Mais en sachant que aussi, par rapport à cette formation, j'ai eu à fréquenter l'Université de Montréal. Et c'est là où j'ai eu ma maîtrise et sciences. Et à mon retour, je me suis lancé un peu dans l'enseignement de la recherche, mais surtout dans la recherche, mais avec cette particularité que ce soit une recherche-développement. Et ensuite, j'ai occupé la fonction de directeur national de la recherche en biotechnologie. C'était un département à créer, donc il fallait lui donner un contenu. Et j'ai eu après, par ma présence au niveau du ministère de la Recherche scientifique, à représenter le Sénégal au niveau du NEPAD. Et là aussi, j'ai eu le privilège d'être le président du groupe des experts. Et c'est à cette occasion que nous avons eu à rédiger le plan d'action pour la recherche, la science et la technologie pour l'Afrique. Et 2 ans après, j'ai été élu directeur de l'Agence africaine de biotechnologie, qui au départ était un organisme qui regroupait 16 pays africains. Et j'ai eu le privilège, peut-être par le biais de mes différents contacts, en 1 an, de pouvoir le porter à 21 pays. Et à mon retour au Sénégal, j'ai eu tranquillement à terminer ma carrière universitaire, parce que j'étais un peu fatigué d'aller dans les ministères, parce que je pense que il fallait s'occuper d'autres choses pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et après, j'ai terminé ma carrière universitaire, mais que j'ai combiné
non seulement avec des actions humanitaires, mais également par la création de ce bureau d'études internationales qui est China Group. Vous êtes professeur des universités, agrégé en biotechnologie et en chirurgie vétérinaire. Qu'est-ce que la biotechnologie vétérinaire? Qu'en est-il de l'état de développement de la chirurgie vétérinaire dans ces pays? Oh, je commencerai par la chirurgie vétérinaire. La chirurgie vétérinaire, je vous ai mentionné tout à l'heure mon passage à l'école vétérinaire de Toulouse. J'étais là, jeune assistant, ou aussi, je dirais, ce dynamisme qui nous animait. Et au départ, j'étais un peu, je dirais même un peu déboussolé. Parce que, bon, quand on était là, étudiant, ce qu'on faisait surtout dans les écoles, c'était vraiment la chirurgie de base, mais qui avait beaucoup plus, qui portait beaucoup plus sur la chirurgie viscérale. Mais étant à Toulouse, étant assistant, cette chirurgie viscérale, mais surtout je dirais même cette chirurgie un peu gynécologique qui était là, les castrations, etc. Ça, c'était vraiment du domaine des étudiants. En tant qu'assistant, c'était beaucoup plus la chirurgie orthopédique. La chirurgie orthopédique, et c'était la grosse effervescence à l'époque dans les écoles vétérinaires, parce qu'on voulait toujours être aussi au diapason des nouvelles techniques, surtout nord-américaines. Et c'est cette passion que j'ai eue avec vraiment peut-être beaucoup d'anecdotes, parce que je me souviens une fois, c'était le gros problème à l'époque en France, c'était le problème des ruptures des ligaments croisés, et qui était là, parce que dans la technique classique, il fallait faire des trous à gauche et à droite, ficeler, etc. Mais avec la technique américaine, il fallait trouver ce qu'on appelle déplacer un peu l'extenseur des doigts, avec une technique assez spéciale. Mais à l'époque, quand on venait en chirurgie, on voulait opérer avec les collègues. Ah non, mais pour eux, je venais de l'Afrique, donc c'était pas possible. Chacun me disait que non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais en bon Sénégalais, il y a eu un gros cas qui s'est présenté, et puis j'ai mis mon nom. Et c'était l'effervescence. Ah, c'est Diop qui opérait, c'est Diop qui opérait, c'est Diop. Mais, à la différence des autres, on n'a jamais revu leur cas. Bon, mais mon cas, quand je fais mon opération, peut-être j'étais en acquaintance, je dirais, avec le bon Dieu des chiens. Une semaine après, mon chien est revenu et il marchait normalement. Donc c'était l'effervescence au niveau de l'école vétérinaire de Toulouse, et on me cherchait de partout. Et quand je suis arrivé, c'était les gros bisous, ah, Diop. Et du coup, je suis devenu le roi des chirurgiens à Toulouse. Moi aussi, je faisais mon petit balai et je n'opérais pas avec n'importe qui. Ouais. Bon, mais c'est juste une parenthèse. Mais c'était tellement passionnant que quand je suis revenu ici à Dakar, j'ai essayé aussi de travailler dans ce sens. Et je me rappelle bien, j'avais des opérations épiques jusqu'à 2h, 3h du matin. Et à l'époque aussi, je faisais peut-être 80% des cas de chirurgie orthopédique ici au Sénégal. Bon, cette passion a continué jusqu'au moment où effectivement je suis arrivé à Montréal, à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine vétérinaire, où effectivement, là c'était tout le côté recherche et aussi le côté biotechnologie. La chance aussi que j'ai eue, c'est que mon patron faisait partie de la première équipe aux États-Unis qui a donné naissance au premier vol de transfert d'embryons. En fait, à ce niveau, la biotechnologie, surtout dans le domaine vétérinaire, parce que vous avez deux aspects, hein, ce que je peux appeler la biotechnologie des productions animales et la biotechnologie de la santé animale. Donc, santé animale, c'est tous les problèmes
de la prévention ou du diagnostic, mais aussi c'est tout le domaine des vaccins, mais surtout dans le domaine des vaccins recombinés. Mais par contre, en biotechnologie animale, on avait les deux domaines de prédilection. C'est que l'insémination artificielle, à l'époque, on considérait comme la vieille biotechnologie. Et vous avez le transfert d'embryons avec toutes les sciences annexes, telles que la transgénèse, le clonage, etc. Et c'est là où aussi je me suis mis à fond, mais en essayant surtout à l'époque de suivre un peu toute la trajectoire des spermatozoïdes. Et là aussi, c'était pour définir à peu près la manière dont les spermatozoïdes circulaient pour obtenir la fécondation. On avait à l'époque une idée assez arrêtée pour dire que, ben voilà, quand je faisais une insémination au niveau d'une trompe, c'était beaucoup plus les ovules qui étaient là, qui étaient fécondés. Mais après, avec les travaux que j'ai à faire, à l'époque, aussi concomitamment, il y avait une équipe suédoise qui travaillait comme moi sur le même sujet. On s'est rendu compte de la grosse mobilité des spermatozoïdes qui partaient d'une côte à une autre et qui expliquait aujourd'hui que quand il y a éjaculation quelque part, il faut faire très attention. Là aussi, on a beaucoup d'anecdotes à raconter là-dessus. Mais tout cela, pour moi, c'était juste un outil. Un outil, mais toutefois, c'est de dire cet outil, une fois de plus, comment l'adapter aux préoccupations de l'Afrique, aux préoccupations du Sénégal. Le gros problème de nos universitaires en général, c'est souvent de ne pas assurer la passerelle entre le monde universitaire, de la recherche et des publications, et les réalités de la vie de tous les jours des acteurs de terrain. En tant qu'universitaire, vous avez été une brillante exception en vous positionnant comme le pionnier, disons même le père de l'insémination artificielle bovine au Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique. Pouvez-vous nous parler de cette technique et de ses atouts? Bon, cette critique a toujours été formulée à l'endroit des universitaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a deux aspects qu'il faut voir dans cette recherche. Mais je dirais même qu'il s'agit de deux aspects assez complémentaires. Vous avez la recherche fondamentale, très souvent qui fait le nid de ce qu'on appelle la recherche appliquée. Mais ce qui est sûr, que dans nos pays, ce qu'il faudrait d'abord privilégier, c'est cette recherche appliquée, parce qu'on doit répondre à des préoccupations, sur des préoccupations de développement. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, dans le cadre des biotechnologies, de me lancer dans l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est une technique qui consiste tout simplement à prendre nos vaches locales et de pouvoir les inséminer avec de la semence des vaches, je dirais, européennes, américaines. Et le constat est très simple. Nos races locales, elles sont là en termes de production laitière. La production maximale, quelquefois, c'est 2 à 3 litres. Alors, de l'autre côté, dans les races exotiques, elles peuvent aller jusqu'à 30 ou 50 litres de lait par jour. Et aujourd'hui, dans les techniques de croisement, on peut avoir, si ces techniques sont bien maîtrisées, avoir des vaches qui vont vous donner jusqu'à 20-25 litres de lait. Je vous l'ai dit tantôt, quand j'étais au Canada, toute ma préoccupation, c'était de voir ce que je suis en train de faire, quelle pourrait être l'applicabilité par rapport à nos conditions africaines. Et c'était à l'occasion d'un voyage d'études avec les étudiants. On était dans la région de Kaolack, à Ndofane. On a visité une ferme, mais c'était une ferme d'embouche. Et j'étais à côté juste d'un éleveur qui m'a dit, bon, vraiment, j'ai 2 vaches à la maison,
en termes de stabilisation. Donc les vaches qui restaient à la maison, à qui on donnait à manger et à boire, il me dit, ah, avec ça, je parviens vraiment à régler mes problèmes de lait, de pétrole et de dépenses. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais moi, si je vous amène une technique qui vous permet de multiplier par 2 ou par 3 votre production, est-ce que vous serez preneur? Il me dit, ah oui, on serait preneur. Et du coup, j'ai commencé à prendre un certain nombre de contacts, parce qu'au départ, personne n'y croyait. Et j'ai eu la chance, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à M. Boubacar Fall du PNUD à l'époque, et qui a eu spontanément à financer ses premières opérations. Ces premières opérations qui nous a donné d'excellents résultats et qui nous a permis, ça a été vérifié un peu à Mbadakhoune, où on a eu par la suite des vaches qui nous ont donné 14-15 litres de lait. Donc vous voyez ce bond quantitatif de 2 à 3 litres jusqu'à 15 litres dans le cadre d'un élevage extensif, donc dans le cadre d'un monde rural, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et anecdote pour anecdote, ma première vache qui a commencé à donner du lait, elle s'appelait Penda. Penda donnait 14 litres de lait, mais ces 14 litres ont complètement révolutionné la vie de cette famille. Alors que ça a été dans une contrée où les gens, au départ, ils étaient 20, ils sont inscrits au programme, et d'autres collègues même sont partis derrière pour dire non, on va obliger d'ouvrir l'utérus de vos vaches, etc., etc. Et tout le monde a désisté, sauf le propriétaire de Penda. Et du coup, quand Penda a commencé à donner un tel volume de lait, tout le monde a accouru. Professeur, on veut. Donc, je suis allé dans d'autres, et c'est comme ça qu'on a vulgarisé cette insémination artificielle, en disant qu'aujourd'hui, ça a été vraiment un bond en avant extrêmement important pour l'élevage sénégalais. Et c'est de là, par la suite, qu'un projet comme le PAPEL, et par la suite aussi le gouvernement du Sénégal, vraiment a pris la grande mesure de cette affaire et pour en faire un projet de développement. Mais ça sera aussi l'occasion pour moi de rendre hommage au président Abdou Diouf, parce qu'il m'a fait l'honneur de me recevoir en audience, en lui expliquant un peu les tenants et les aboutissants d'un tel programme. Il en a fait un programme national, donc un programme de développement. En tant que concepteur et réalisateur, pouvez-vous nous parler du programme d'insémination artificielle bovine au Sénégal et éventuellement en Afrique? Oui, le Sénégal, ça a commencé en 1999. Vous savez, dans ce pays, il faut toujours donner la preuve par 10 que ça marche. Le ministère de l'élevage m'a fait confiance et c'est comme ça que j'ai eu à mettre en place tout le programme, mais surtout à le réaliser par moi-même. Et ça m'a permis vraiment de faire le tour du Sénégal. Et par la suite, aussi les privés ont pris le relais. Et aujourd'hui, réellement pour donner vraiment les lettres de noblesse à l'insémination artificielle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une technique qui est largement diffusée, largement utilisée non seulement au Sénégal, mais en Afrique. En Afrique aussi, j'ai commencé par les pays de la sous-région. J'ai commencé par le Mali, la Guinée-Conakry, également en Mauritanie. Et par la suite, j'ai eu le privilège pendant 11 ans d'être, je dirais, collaborateur associé au CDE, c'est le Centre de développement de l'entreprise à Bruxelles, et qui m'a permis aujourd'hui de faire beaucoup de pays africains pour essayer non seulement de vulgariser la technique, mais aussi de développer ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés, pour aider le secteur privé vraiment, ou moi, certains, les États, à prendre en charge tout l'aspect
privée de l'élevage. Et je pense aujourd'hui, beaucoup de pays ont développé l'insémination artificielle parce qu'aujourd'hui, le lait est devenu une préoccupation nationale. Parce qu'avant, vous voyez, et c'était même le paradoxe, quand on prenait, quand on allait en brousse, où vous savez que le lait est un élément culturel chez le Peul, mais le Peul, il vous recevait avec la poudre pour vous faire le zikr. Bon, c'était quand même paradoxal, ils avaient les vaches, mais c'était quand même leur dire, ben voilà, vous avez des outils que vous pouvez utiliser et qui pourraient quand même non seulement augmenter le volume, mais avec un certain nombre de techniques, essayer aussi d'élargir ou de prolonger la période de production. Donc maintenant, surtout au niveau africain, les gens se sont bien appropriés cet élevage, cette technique. Mais là aussi, il faudrait signaler que quand même, on avait des pays qui étaient un peu en avance par rapport à l'Afrique de l'Ouest. C'était tous les pays de l'Afrique de l'Est, en prenant en compte le Kenya, les pays de l'Afrique australe, tels que le Zimbabwe ou encore l'Afrique australe. Mais ce qu'on pouvait dire qu'à l'époque, le Sénégal vraiment servait de tête de pont au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Vous avez été le premier Africain à développer la technique de transfert d'embryons. En quoi consiste-t-elle? Et quels sont les atouts par rapport à l'insémination artificielle? Bon, j'ai eu l'honneur de pouvoir développer cette technique, mais suite aussi à mon séjour au Canada. Et le transfert d'embryons, je dis c'est quelque chose qu'on pourrait comparer un peu chez les humains à l'histoire des mères porteuses. C'est que nous avons deux groupes de vaches, le groupe A qui est, je dirais, le groupe des donneuses, mais ça peut être une seule vache, chez qui on a, par le biais d'un traitement hormonal, lui permettre de pouvoir produire un certain nombre d'embryons, ça peut aller jusqu'à peu près 30 embryons. Mais l'intérêt de la technique du transfert d'embryons en ce moment, c'est essayer de récupérer tous ces embryons au bout de 7 jours, de voir ceux qui sont viables et de les prendre individuellement pour les transférer dans un groupe beaucoup plus élargi qu'on appelle les receveuses. Mais la particularité que la récolte a été faite à 7 jours par rapport au début des chaleurs, qui constitue l'élément de repérage un peu en termes de fécondation. Chaque vache qu'on appelle receveuse, sélectionnée, son état physiologique, donc son utérus, doit aussi être à 7 jours. Donc la vache, elle est traitée de telle sorte qu'il y ait cette synchronisation physiologique entre les deux. Donc, supposons qu'au départ que la vache A produit à peu près une trentaine d'embryons. Peut-être en ce moment, on en aura 20 ou 25 qui seront viables. Mais de l'autre côté, il nous faudrait avoir 20 ou 25 receveuses, donc chez qui on va individuellement transférer ces embryons. Donc voilà le principe de base de la technique. Mais l'avantage par rapport à l'insémination, je vous ai dit que pour l'insémination artificielle, on a affaire à une vache locale, qui est la femelle, mais le plus en matière génétique est apporté par le mâle, donc la semence, qui est une semence de race étrangère, Holstein, Montbéliard, etc. Donc, on va avoir un produit métissé, d'accord, qui va être 50% local, 50% Montbéliard, d'accord, avec une production, comme j'ai dit, qui peut aller de 15-20 litres. Alors que dans le transfert d'embryon, la vache A, donc la donneuse, très souvent c'est une race exotique qu'on peut aussi, par rapport à nos besoins, ça peut être une race locale.
Mais en disant tout simplement, si je prends l'exemple d'une vache exotique, d'une montbéliarde. Donc en général, on va choisir une montbéliarde très performante. Donc la capacité de production est à peu près de 50 litres de lait par jour. On va l'inséminer, cette fois-ci, avec un taureau de haute valeur génétique. Ce qu'on appelle l'indexation de ce taureau va dépendre surtout de sa mère. Donc, si on a une femelle qui donne 50 litres, mais qui donne un taureau, donc ce taureau véhicule un potentiel de production extrêmement important. Donc, on va avoir une femelle hautement productrice, un taureau d'une haute valeur génétique. Donc, le produit qu'on va avoir, l'embryon qu'on va avoir, est un embryon pur, de haute valeur génétique. D'accord? Si on fait le transfert, même si on fait le transfert cette fois-ci sur nos races locales, on va avoir un veau à sa naissance qui est un produit pur. Donc, un produit qui a un potentiel de 50 litres de lait par jour. Donc, la race locale, comme on dit, c'est une porteuse. Donc, elle est là juste pour assurer la gestation, mais le potentiel de production est chez la velle, donc c'est la vache qui vient de naître et qui garde ce potentiel. Donc, ça, c'est quoi en termes d'avantages? En termes d'avantages, ça vous évite. Ça vous évite, en ayant des embryons de race pure, d'éviter de transporter des taureaux, de transporter des vaches. Mais il suffit tout simplement d'avoir un embryon dans des mallettes et de pouvoir les distribuer au niveau de nos races locales. On a eu à développer cette technique, effectivement. J'ai eu la chance de pouvoir le faire directement chez les éleveurs. Ma première expérience en matière de transfert d'embryons, ça a été fait à Kolda. Donc chez un éleveur. Au début, nos collègues chercheurs n'y croyaient pas du tout. Ils disaient que professeur Diop, il est en train de raconter des histoires. Seulement, il n'a même pas eu un seul embryon. Mais le bon Dieu m'a vraiment accompagné dans cette action de développement, de démonstration. Et c'est ainsi que mes premiers veaux de transfert d'embryons sont nés à Kolda. Donc l'avantage, donc vous voyez, insémination artificielle, c'est d'un produit 50%, et transfert d'embryon, c'est 100%. Mais dans l'insémination, une vache qui subit l'insémination vous donne un veau par an. Alors que dans la donneuse, dans le transfert d'embryon, la vache donneuse, vous pouvez répliquer cette technique 3 à 4 fois dans l'année. Ça, c'est le minimum. Donc, on considère tout simplement que une vache, pour que les embryons soient transférables, il faut qu'elle puisse donner un minimum de 4 embryons. Donc, un potentiel de 4 veaux. Si vous le faites 3 à 4 fois dans l'année, cette vache peut vous donner entre 12 et 16 embryons. Donc, vous voyez, une qui était là, insémination, un seul veau. Ici, vous avez 16 veaux. 16 veaux par an. Vous voyez? Maintenant, l'application que vous pouvez en faire, pour nous, en le faisant, c'était de pouvoir montrer la faisabilité de la technique. Mais de deux, c'est quelque chose aujourd'hui que vous pouvez utiliser, surtout pour les races qu'on peut appeler des races en voie d'extinction. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de la race Nama, c'est les vaches petites, mais qui sont très résistantes à la trypanosomiase, qu'on appelle la trypanotolérance. Mais ces vaches, en faisant l'insémination, vous avez le degré de sang de trypanotolérance qui diminue à chaque fois que vous faites l'insémination. D'accord? Mais si aujourd'hui je veux préserver vraiment cette race, je prends des Ndama purs, j'utilise le transfert d'embryons, donc j'ai un potentiel extrêmement important de veaux Ndama que je vais transférer encore chez d'autres Ndama. Donc on a cette possibilité de pouvoir préserver ce que je peux appeler les races en voie de déperdition. Mais de l'autre côté, je fais ma spéculation, soit je fais ma spéculation viande ou je fais ma spéculation lait en ayant des races exotiques.
ce que j'ai eu à faire dans beaucoup de pays africains, j'ai utilisé le transfert d'embryons, mais c'était beaucoup plus pour la production de viande. Donc ça a eu, on l'a fait un peu au Mali, mais on l'a surtout fait en Guinée-Conakry, mais également on a eu à le faire au Togo. Bon, maintenant, les gens en font un peu partout, mais au départ, c'était vraiment ces pays qui étaient ciblés, mais qu'il fallait quand même, en termes de démonstration, leur montrer la faisabilité de la technique, mais aussi apprécier le niveau de production ou de productivité de ces produits. Quel est à ce jour le niveau de développement de cette technique au Sénégal? Oui, au niveau du Sénégal, nous on l'a utilisé à large échelle, à l'époque à la SOCA. Parce que là aussi ça rentre un peu dans le cadre de la gestion, des troupeaux. Bon, aujourd'hui, et ce que j'ai l'habitude de dire aux éleveurs, ce n'est pas le nombre de têtes qui est important. Parce que l'éleveur traditionnel, il est tout content de dire j'ai 200 têtes ou 300 têtes. Mais ces 200 ou 300, il faut les entretenir. Et ça coûte cher. Si aujourd'hui, par le biais par exemple de cette technique, et à l'époque c'était vraiment la philosophie que nous avons développée là-bas, parce qu'à un moment la SOCA s'est retrouvée avec 200 têtes. Mais 200 têtes à la SOCA, c'était la stabulation. Ce que ça comportait comme coût d'entretien. Et j'avais dit à l'époque à la direction de la SOCA qu'il fallait quand même catégoriser un peu les vaches. Donc les vaches, c'était des jersiaises qui étaient là, qui produisent jusqu'à 10 litres de lait, il fallait les déstocker. Et parce qu'à l'époque, c'était l'engouement des jeunes fermiers qui étaient là, les champs, aussi c'était des schémas aussi de développement que j'avais lancés pour que les gens s'intéressent un peu à l'élevage laitier. Mais je dis à l'époque, pour un fermier sénégalais, avoir une dizaine de vaches qui vous donnent 10 litres de lait, ça fait un potentiel de 200 litres. Bon, j'ai dit pour la SOCA, c'était beaucoup plus intéressant de pouvoir les déstocker, cette catégorie, ou tout simplement de me les garder un peu pour en faire des receveuses. Mais qu'il fallait surtout, à partir des vaches qui avaient un potentiel de plus de 15 litres de lait, maintenant, faire ce problème de transfert d'embryon. Ça permet à la SOCA de partir sur un noyau assez réduit, mais très productif, et qui permettait de pouvoir, parce que aussi dans une usine comme la SOCA, il fallait avoir du lait en quantité, mais également en termes aussi de répartition dans le temps, un truc assez important. On a commencé à le faire. Bon, tout le monde sait ce qu'il en est advenu de la SOCA. Mais d'autres collègues aujourd'hui ont continué un peu à le développer dans d'autres pays. Bon, c'est vrai, peut-être les éleveurs sénégalais sont peut-être moins conscients un peu de l'importance du transfert d'embryon, de ses possibilités. Mais de plus en plus, surtout avec l'aide de l'État, les gens sont là pour pouvoir importer des races exotiques, etc. Bon. Mais chacun doit faire son évaluation en termes d'objectifs de production, en termes aussi de développement de sa ferme. Moi, à mon niveau, ce que je pense, c'est avoir des animaux à haut potentiel laitier, mais dans un environnement maîtrisé, hein, et au lieu d'avoir vraiment une centaine ou 200 têtes qui sont là avec des petites productions, avec tout ce que cela comporte comme coût de gestion de ce troupeau. Donc les gens sont là, ils en font dans d'autres pays, mais malheureusement, je constate que ce n'est pas aussi vulgarisé que ça. Parce que tout récemment, j'avais reçu une délégation de producteurs burkinabés et qui souhaiteraient aussi qu'on puisse les accompagner dans le développement de cette technique. Vos travaux et votre expertise ont très vite franchi nos frontières. Pouvez-vous nous parler de votre parcours international? Oui, mon parcours international, j'ai dit, bon,
il y a plusieurs aspects, plusieurs casquettes à ce niveau. Je dirais sur le plan recherche, bon, j'ai eu à coordonner pendant 7 ans le réseau biotechnologie animale de la francophonie. Mais mon objectif avec l'équipe qui était la nôtre, c'était comment accompagner les chercheurs africains qui soient au diapason de l'évolution de la science. Nous avons eu à l'époque une structure qui a bien compris les enjeux et qui nous a permis d'équiper un certain nombre de chercheurs pour la maîtrise des outils de biotechnologie. Malheureusement, aussi ça c'est le grand drame au niveau de l'Afrique. Les chercheurs, c'est des fonctionnaires. Ils sont formés, ils sont performants, mais quelquefois au niveau de leur utilisation, ils sont affectés quelque part pour faire autre chose que en quoi ils ont été formés. Ça a été le drame. J'ai eu le privilège de refaire le tour d'un certain nombre de centres. Non seulement il n'y avait plus de chercheurs, mais qu'il n'y a plus de chercheurs, le matériel n'est même plus utilisé. Donc ça, c'est vraiment le drame. On avait réussi à l'époque de prendre beaucoup de pays africains francophones, de les former aussi bien au Canada qu'en France. Ensuite, j'ai eu à accompagner beaucoup de structures privées africaines, mais c'est surtout marqué lors de mon passage à Bruxelles, au niveau du centre de développement de l'entreprise, où il fallait quand même accompagner le secteur privé africain au niveau de l'élevage pour qu'il soit assez performant, mais en même temps les aider à créer un véritable partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Et ça a été le grand drame aujourd'hui aussi au niveau de l'évolution de l'élevage en Afrique. C'était l'État qui voulait tout régenter. Mais l'État a toujours oublié que la vache est une propriété privée. Donc, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience un peu de ces éleveurs, c'est l'État maintenant qui ne définit que le cadre régalien et qui accompagne maintenant le secteur privé, qui est vraiment la primauté sur tout ce qui se fait. Ça, c'est du point de vue recherche-développement. Mais de l'autre côté aussi, quand j'ai eu l'honneur et le privilège d'être directeur général de l'Agence africaine de la biotechnologie, ça aussi, c'était vraiment la prise en compte des chercheurs africains. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'être coopté dans le comité de pilotage un peu de cette recherche au niveau de la France, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et les Français aussi ont compris vraiment la nécessité absolue de pouvoir accompagner les chercheurs. Donc en ayant des coopérations un peu bilatérales avec des structures comme l'IRD, comme le CIRAD, c'était aussi de voir à peu près dans les quotas, surtout les quotas de formation, qu'ils puissent quand même réserver un certain pourcentage pour les chercheurs africains. Parce que n'oublions pas que pendant très longtemps, les chercheurs africains, ils avaient des problèmes pour trouver des universités, pour s'inscrire, pour faire leur thèse. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé. Mais de l'autre côté aussi, sur le plan international, lors de mon passage au niveau du NEPAD, dans le programme Sciences et Technologies, j'ai eu la chance de faire partie des membres fondateurs de ce programme. Nous avons eu la chance de pouvoir définir un peu ce que pouvait être la politique de la science et de la technologie pour l'Afrique. Mais là aussi, j'ai insisté auprès de mes collègues, surtout quand j'étais président du groupe des experts, de cette nécessité de pouvoir descendre sur le terrain, que les gens puissent comprendre quelle est l'essence de ce programme, mais aussi quel est le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Parce qu'à l'époque, je revenais d'Afrique du Sud, on me disait, mais oui, NEPAD. Les gens ignoraient complètement ce qu'on faisait. Mais, il disait aux gens qu'il fallait trouver de manière sectorielle, mais surtout régionale,
comment trouver des antennes qui pouvaient faire le relais et surtout essayer de diffuser le programme de l'esprit et même les possibilités qu'offrait ce programme technologique en direction des chercheurs africains. Aujourd'hui, les gens l'ont compris, surtout dans le cadre de la biotechnologie et de la biosécurité. Et moi, je suis plus que content de voir à peu près que les jalons que nous avons posés sont en train de porter le fruit. Il y a aussi beaucoup de choses à faire, parce que là aussi, quelquefois, c'est le reproche qu'on pourrait faire un peu aux pays africains. Ils sont tout contents de pouvoir créer quelque chose, de sabler le champagne, et après, bon, en termes d'assumer les responsabilités, c'est là où ça devient assez difficile. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont là, et moi je remercie le bon Dieu de m'avoir permis, à l'instar aussi d'autres chercheurs africains, de pouvoir rajouter ma pierre à l'édifice africain. Votre pays, le Sénégal, s'est donné comme vision l'émergence. Or, celle-ci reste difficile sans le concours de ses meilleurs fils. Comment comptez-vous mettre cette expertise au service des pouvoirs publics? Oui, et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on s'attarde un peu sur le concept de l'émergence. Moi, parce que quand on parle d'émergence, c'est une série d'activités ou d'actions qui permettent de faire un bond en avant. L'émergence aujourd'hui, si on le prend même dans le contexte du PSE, le PSE repose sur, je dirais même, un trépied. Le trépied, et je pense l'élément numéro 1, est centré sur l'homme. C'est la formation de l'homme, donc il faudrait former des gens compétents. Deuxièmement, c'est le rôle impulseur de l'économie pour avoir une certaine valeur ajoutée, parce que là, on s'est fixé des normes de croissance de 7% au niveau du PIB, mais de l'autre côté, qui est l'élément final, c'est pouvoir englober tout cela en termes d'environnement, c'est dans le cadre d'une bonne gouvernance. Aujourd'hui, je m'en tiendrai peut-être à deux secteurs. Le secteur de la formation et le secteur de l'impact économique. Dans le secteur de la formation, on en a discuté tout à l'heure, c'est le problème du partage, c'est le problème de la formation d'un personnel compétent. Et c'est là où aujourd'hui aussi l'État doit faire un effort extrêmement important pour doter par exemple du secteur de l'élevage de personnel en nombre, donc quantitativement et qualitativement, des gens capables de prendre en charge ce secteur. De l'autre côté, c'est au niveau de l'impact économique. De l'impact économique, aujourd'hui, on a des outils qui doivent être là pour concourir un peu à l'intensification de ces productions. Quand on parle d'intensification, aujourd'hui, c'est l'augmentation de la production, c'est l'augmentation avec comme finalité l'apport d'activités capables de susciter une certaine valeur ajoutée. Donc ça, c'est des éléments qui sont là. Et aujourd'hui, les biotechnologies, pour ne prendre que ces exemples, sont là pour, avec l'impact de l'insémination artificielle, qui est l'outil le plus fréquemment utilisé, pour augmenter la production de lait ou encore augmenter la production de viande. Et aujourd'hui, si aussi l'État, en fait, ce sera une volonté politique de pouvoir demain en parler ou de pouvoir l'appliquer, quand on parle d'autosuffisance en moutons, ce sera aussi un moyen de pouvoir travailler là-dessus pour pouvoir le faire. Donc, cette émergence, c'est possible. Cette émergence, j'ai dit, on essaie d'accompagner l'État par rapport à ce en quoi nous croyons.
Et aussi, cette émergence est possible sur la base aussi d'une bonne volonté politique et qui est là et qui permet aujourd'hui non pas que ce soit du saupoudrage, mais de pouvoir étaler dans le temps. Ce développement ne se fera pas en un seul jour, que les gens comprennent que l'évolution, surtout dans un secteur comme l'élevage, c'est beaucoup plus des résultats à moyen et à long terme. Le court terme, c'est aujourd'hui toute la théâtralisation qu'on observe. Je dirais même tout l'aspect politique qu'on a pour dire, ben voilà, il y a ça, on le fait, bon, les gens applaudissent, mais en termes d'impact réel, je dirais c'est infime. Donc l'émergence, une fois de plus, il faudrait que ce ne soit pas un concept galvaudé, mais aujourd'hui on a les outils et les moyens nécessaires de pouvoir accompagner cette émergence. Nous voici au terme de notre entretien. Merci encore une fois de votre disponibilité. Ben, moi, je vous remercie de m'avoir choisi un peu comme votre invité, de pouvoir partager un peu ma modeste expérience, qui, je l'espère, et ce que je souhaite, pourra peut-être faire un déclic chez un certain nombre, surtout de jeunes Sénégalais, et puis que les gens soient conscients que c'est cette jeunesse, que ce soit une jeunesse saine, une jeunesse forte, une jeunesse travailleuse, pour aujourd'hui, quand on parle d'émergence, c'est avec cette jeunesse-là. Donc je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier très sincèrement et de manière très fraternelle, et je dirais même de manière très respectueuse, ceux qui ont eu à faire des témoignages sur ma modeste personne. Ensuite, je dirais un peu ma petite famille, mes chers enfants qui me sont très 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 chers, et ils savent qu'aujourd'hui toute ma vie tourne autour d'eux. Et je voudrais aussi me donner un exemple pour eux. C'est vrai, je suis un père peut-être imparfait, mais un père aussi très ambitieux pour eux. Et je souhaiterais que demain, que je puisse le servir de passeport. Dans la vie, la richesse de la vie, ce n'est pas la richesse matérielle, mais c'est la richesse aujourd'hui en termes de valeur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'instar, en fait, c'est un message aussi que je voudrais donner aux différents parents, il faudrait savoir qu'un parent constitue toujours un passeport pour sa famille. Mes autres collaborateurs au niveau du cabinet, et donc là, c'est l'occasion aussi de remercier toute l'équipe de M+, équipe jeune, dynamique, mais surtout ce que je retiens, c'est une équipe très 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 professionnelle. Que M+ puisse connaître davantage d'heures de gloire et que puisse demain être une structure de référence dans le domaine de l'audiovisuel. Merci.